Bonjour à tous, je suis Gaël Callennec, économiste à l'ADEME et j'aurai le plaisir d'animer aujourd'hui une table ronde sur le green budgeting. Alors en quoi consiste le green budgeting? Eh bien, c'est un exercice qui nous sert à évaluer l'ensemble des dépenses favorables et défavorables pour le climat et qui nous permet de vérifier l'adéquation entre les moyens budgétaires mis sur la table par l'État et la réalisation des objectifs climat que nous nous sommes assignés. Jusqu'à présent, les politiques climatiques n'ont pas permis à la France de remplir ses objectifs. La stratégie nationale bas carbone fixait une cible de réduction des émissions territoriales de gaz à effet de serre de moins 2,2% entre 2015 et 2018. Or, sur la période, nous n'avons atteint cette cible que pour la moitié, c'est-à-dire que nos émissions n'ont baissé que de 1% par an. Concernant le déploiement des énergies renouvelables, l'Union européenne nous avait assigné un objectif de 20,5% de consommation finale d'énergie d'origine renouvelable en 2018 et 23% en 2020. Cette part n'a atteint que 16,5% en 2018. Enfin, nous n'avons pas non plus atteint les objectifs que nous ont assignés l'Union en matière d'efficacité énergétique. Jusqu'en 2015, la France était très en retard en matière de fiscalité énergétique, puisque nous étions l'un des pays d'Europe qui taxait le moins l'énergie. La hausse de la composante carbone de la fiscalité énergétique nous a permis d'atteindre de justesse la moyenne des 27 États de l'Union en 2015. Le rapport dont on va discuter aujourd'hui nous révèle que les dépenses en faveur de l'environnement sont 2 fois moins importantes que les recettes de taxes environnementales. Il apparaît que les dépenses fiscales et budgétaires en défaveur du climat représentent plus de la moitié des dépenses favorables au climat. Alors un tel exercice de comparaison n'est pas simple. Comment distinguer les dépenses favorables des dépenses défavorables à l'environnement? Une dépense favorable pour le climat peut par ailleurs nuire à la biodiversité, par exemple, ou générer des pollutions sonores, comme le transport ferroviaire. L'appréciation des dépenses fiscales nuisibles au climat n'est pas simple, notamment l'appréciation du montant des niches fiscales qui varie du simple au double entre le jaune budgétaire publié au projet de loi de finances et les estimations de l'Institut d'I4C, par exemple, ou de de l'Inspection générale des finances. Mais avant d'aborder tous ces problèmes méthodologiques avec nos intervenants, j'aimerais vous montrer une vidéo de Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer au début de cette table ronde sur le budget vert. Je n'ai aucun doute sur la qualité des échanges qui vont s'ouvrir, vu la liste des participants, et je sais que vous aurez largement le temps d'approfondir le sujet, les sujets connexes au budget vert, et je souhaite donc profiter de ces quelques minutes pour passer seulement 3 messages. Le premier message, c'est que le budget vert, c'est un enrichissement fondamental de l'information budgétaire, et donc en soi une avancée démocratique. On sous-estime sans doute l'importance de la qualité de l'information budgétaire. C'est une question de lisibilité pour les parlementaires qui votent la loi, mais aussi pour nos concitoyens qui s'informent. Et au fond, c'est une question démocratique. Une annexe, contrairement à son nom, n'est pas accessoire. Elle est même essentielle. Et on remarque d'ailleurs que les médias, les citoyens, se saisissent de plus en plus et de mieux en mieux de ces annexes. Le contenu même du budget vert a d'ailleurs été fixé conjointement avec les parlementaires qui l'ont amendé pour améliorer cette qualité. Deuxième message que je veux livrer à vos réflexions. Il est devenu incontournable de mieux comprendre l'impact de nos finances publiques sur l'environnement. Nous nous sommes engagés auprès de nos partenaires internationaux sur des objectifs environnementaux et il était donc devenu évident, essentiel de suivre les effets du budget sur l'environnement. Je dis évident, mais en réalité la construction du budget vert n'a rien d'évident. C'est d'abord un exercice technique très difficile qui a mobilisé beaucoup de ressources et on comprend bien qu'il n'est pas simple de fixer une méthodologie qui permette d'estimer qu'un montant donné du budget finance des dépenses favorables ou défavorables à l'environnement. Mais c'est un manque de ne pas avoir de visibilité sur l'impact du budget sur l'environnement alors qu'il s'agit sans doute du défi le plus important pour nos générations. Désormais, nous allons pouvoir publier une cotation de l'impact des crédits budgétaires, une cotation des mesures fiscales sur 6 grands objectifs environnementaux, objectifs qui seront sûrement présentés et évoqués lors de la table ronde. Cette information est précieuse et le plan France Relance constitue une opportunité supplémentaire pour le lancement du budget vert. Nous sommes dans une année particulière. Le budget vert portera à la fois sur le budget de l'État, mais aussi sur le plan France Relance, au sein duquel 30 milliards d'euros sont d'ores et déjà fléchés sur des actions, des outils de transition écologique.
Le détail de la cotation, pour le budget de l'État comme pour le plan de relance, sera dévoilé au moment de la publication de l'annexe, en amont de la discussion parlementaire au mois d'octobre. Et je tiens à saluer le travail qui a été fait par les administrations pour la mise en œuvre de ce budget vert. C'est une fierté, la France est pionnière en la matière, nous devons le souligner. Nous participons à l'initiative Green Budgeting de l'OCDE, et toujours d'après l'OCDE, l'information budgétaire française est l'une des meilleures au monde et l'une des plus transparentes. Je sais que le rapporteur général du budget, Laurent Saint-Martin, y est très attaché, et je partage cet attachement. Enfin, troisième message, ce budget vert est un outil utile et qui va évoluer. Mais ça n'est qu'un outil. Le budget vert va nous permettre d'y voir plus clair, mais il faut que nous puissions nous en saisir. Les parlementaires, les administrations, les médias, les citoyens doivent l'exploiter, doivent l'utiliser. Nous avons fait un effort important pour que l'outil soit le plus pédagogique possible, le plus clair possible, et bien sûr, nous progresserons d'année en année, nourris par vos travaux, nourris par les travaux parlementaires. Il faut que ce document alimente le débat. Il faut que l'on comprenne pourquoi des dépenses portées par le budget de l'État sont favorables ou défavorables à l'environnement. Si ces dépenses existent, c'est qu'il y a des raisons, mais leur impact environnemental est une donnée à intégrer pour se rendre compte qu'elles ont un coût non seulement budgétaire, mais aussi un coût pour la planète, pour l'environnement, et donc un coût de long terme que nous devons appréhender. Une chose est certaine, cet objet sera d'une grande utilité. Je suis certain que les débats au moment de l'examen du budget le montreront. C'était là les 3 messages que je voulais vous livrer au début de cette table ronde, et je vous souhaite à toutes et à tous de bons travaux. Alors, pour discuter de ces questions de budget vert, je vais avoir le plaisir de donner la parole à monsieur Laurent Saint-Martin, député du Val-de-Marne et rapporteur général du budget, à monsieur Siniewski, qui est délégué aux questions environnementales et climatiques au Trésor, au ministère des Finances, monsieur Vincent Marcus, sous-directeur de l'économie et de l'évaluation au ministère de la Transition écologique, qui a coordonné et coélaboré l'annexe budgétaire sur la transition énergétique, qui a fait partie du groupe de travail interministériel réunissant le ministère de la Transition énergétique, le budget, le Trésor et la direction de la loi de finances, ont été chargés de décliner les recommandations du rapport de l'Inspection générale des finances et du CGEDD en matière de budget vert. J'aurai le plaisir également de donner la parole à monsieur Quentin Perrier de l'Institut I4C, qui est co-auteur du panorama des dépenses publiques en faveur du climat et qui a réalisé des travaux sur la méthode et l'évaluation du budget vert en France. Enfin, j'aurai le plaisir également de donner la parole à madame Maïke Vink du réseau Action Climat, qui coordonne les travaux du RAC sur les questions de transition énergétique et de fiscalité verte, à la fois dans une optique environnementale et sociale. Alors, pour ouvrir les débats, j'ai envie de vous poser une question aux uns et aux autres. Quels ont été les problèmes méthodologiques que vous avez rencontrés et qui ont été évoqués par monsieur le ministre délégué, monsieur Dussopt? Comment distinguer le vert, le gris et le brun? Monsieur le député, à vous la parole. Merci, merci beaucoup. D'abord, bravo pour l'organisation des 24 heures du climat. Merci de m'avoir convié à cette table ronde. J'y participe avec plaisir et intérêt. Comme l'a dit très justement le ministre chargé des comptes publics, la lisibilité de la documentation budgétaire et l'utilité de la documentation budgétaire à des fins d'efficacité politique et surtout de meilleure compréhension citoyenne, donc de gains pour la démocratie, est un sujet qui m'importe, est un sujet sur lequel je travaille depuis 3 ans, sur toutes les politiques publiques confondues. Et quand, dès 2017, dès la préparation du projet de loi de finances pour 2018, avec Bénédicte Perrol notamment, mais pas que, avec plusieurs de nos collègues, nous avons travaillé sur le sujet du green budgeting, j'ai suivi avec attention l'avancée des travaux, et c'est avec une certaine impatience, pour tout vous dire, que j'ai hâte de voir comment le PLF 2021 va pouvoir nous livrer ses premières conclusions en termes de budget vert. Alors, la qualité de la documentation budgétaire, je ne vais pas paraphraser le ministre, il l'a bien dit, mais c'est pour moi une double nécessité. D'abord,
ça met une saine pression, pour dire les choses assez simplement. C'est-à-dire que ça accélère parce qu'on gagne en lisibilité et parce que si nos engagements publics, gouvernementaux, vis-à-vis de nos partenaires internationaux ne sont pas au rendez-vous, alors on le voit davantage et ça permet justement de voter au Parlement et d'accélérer un certain nombre de votes et d'autorisations que le Parlement fait au gouvernement dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens d'une transition écologique accélérée. Et puis, l'intérêt d'un green budgeting, c'est aussi pour le Parlement, et là je vais me permettre de faire un peu un plaidoyer pour un Parlement renforcé par la même occasion, d'être le garant d'une progression vers des objectifs environnementaux. Et ça, c'est vrai sur beaucoup de politiques publiques et c'est particulièrement vrai sur la transition écologique. Cette majorité, ce gouvernement, a en fait fait déjà beaucoup pour la transition écologique et par certains aspects bien plus que les majorités précédentes. Pourtant, le ressenti d'un certain nombre de nos concitoyens n'est pas toujours celui-ci. Et il n'est pas celui-ci justement parce que, la matière budgétaire, qui n'est pas la seule, mais qui est une matière intéressante pour pouvoir lire l'action publique, est insuffisante et brouillonne, et je pourrais revenir sur un exemple très concret qui est celui de la taxe carbone un peu plus tard, et puis surtout parce que le Parlement ne se porte pas assez garant de l'action publique et de l'action du gouvernement et n'évalue pas assez ces politiques publiques. Et donc, pour répondre très directement à votre question, quels sont les problèmes méthodologiques rencontrés? Là, je laisserai les experts de la méthode et notamment M. Perrier d'i4C qui a bien travaillé sur ce sujet-là, nous livrer plus en détail la méthodologie. En tout cas, de mon point de vue, effectivement, les premiers freins que j'y vois, même si je veux garder un certain optimisme dans l'exercice, c'est que le budget n'est pas tout. C'est-à-dire que le budget est la résultante chiffrée de choix de politique publique, mais voter un budget, si ce n'est pas avec le contrôle de l'action du gouvernement, si ce n'est pas avec l'évaluation des politiques publiques, restera toujours un moment assez isolé dans le temps, ça restera toujours de l'autorisation budgétaire. Or, derrière, nous savons très bien que dans l'action publique, ce qui compte, c'est l'efficacité et le fait que ça descende dans les territoires, bref, que ça change le quotidien des gens et que la transition écologique ne soit pas qu'une autorisation du Parlement vers le gouvernement, mais que ce soit bien une action publique concrète et réelle. Donc aujourd'hui, le budget vert, peut-être que ce qu'il faudrait déjà lui donner en plus de ce qu'il contient, c'est une évaluation matérielle et détaillée de tout l'impact environnemental, des recettes et des dépenses, et des études qualitatives complémentaires qui devront très vite se greffer à l'annexe, qui sera une annexe, on va dire, de commentaires budgétaires, mais très vite, le quantitatif doit être accompagné d'évaluations qualitatives, sinon on n'a qu'un côté de la pièce, et très vite on se rend compte que nous n'avons pas la bonne finesse d'analyse de l'action publique. Dites-moi si je suis trop long, je voudrais juste dire également que sur les méthodologies telles qu'elles ont été présentées, il faut faire attention aussi sur le côté un peu parcellaire d'un budget d'État. C'est-à-dire que le budget d'État, par définition, c'est l'argent du contribuable, c'est quelque chose de très important. Moi, je tiens énormément à sa bonne efficacité dans la dépense publique, mais ce n'est pas tout. Et la transition écologique, c'est de l'argent public, mais c'est aussi beaucoup d'argent privé. Et ça, nous le verrons quand on pourra commenter le plan de relance. Si nous n'avons pas l'investissement privé qui vient accompagner les investissements publics, la transition écologique ne sera que parcellaire, voire parfois viendra se confronter à une réalité économique qui rend inefficace tous les efforts publics qui sont faits en faveur de la transition écologique. Il y a des dizaines d'exemples qui vont dans ce sens-là et que vous connaissez. Et donc, attention au green budgeting aussi, à ne pas être auto-centré sur le budget public. Il faut bien s'assurer qu'il y a un entraînement aussi vers les investissements privés qui peuvent aller dans le bon sens, parfois par de la conditionnalité, parfois par du contrat commun qu'on peut avoir entre pouvoir public et monde de l'entreprise, par exemple. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, attention, le budget vert n'est pas l'alpha et l'oméga de ce qui est investi pour la transition écologique. Il faut bien prendre tous les investissements publics et privés et bien avoir cette vision totale de l'investissement pour cette finalité-là. Et puis, dernier point un peu technique, vous me l'accorderez, mais attention, le projet de loi de finances et le budget de l'État. Et n'oublions pas que ce n'est qu'un des 3 budgets de la nation, qu'il y a aussi le budget de la sécurité sociale et qu'il y a aussi le budget des collectivités territoriales qui ont un rôle très important dans la transition écologique en termes d'investissement public, même si l'État les aide et que c'est évidemment de concert que doivent être faits ces engagements et ces investissements. Mais voilà, on franchit, pour résumer, une très belle étape
avec ce PLF 2021. Mais je dis tout de suite, ce n'est qu'une étape et nous devrons compléter cela par de l'analyse qualitative de l'action publique et par une complétude par les investissements privés et des autres investissements publics que sont ceux de la Sécu et ceux des collectivités territoriales. Merci, monsieur le député. Donc, on a compris que pour vous, il s'agissait d'un tableau de bord bienvenu pour permettre au Parlement d'apprécier l'efficacité des politiques publiques de lutte contre le changement climatique, même si ce n'est encore qu'une première étape. Monsieur Siniewski, délégué aux questions environnementales et climatiques à la DG Trésor, ce tableau de bord vous paraît-il bien ficelé, même si on a compris que le périmètre pour le moment ne concernait que les dépenses et recettes de l'État et non des collectivités territoriales? Je ne vous entends pas, monsieur Siniewski. Est-ce que vous pourriez rebrancher votre micro? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est, on vous entend. Excusez-moi. Oui, alors on avait prévu un partage de la parole un petit peu différent avec monsieur Marcus. Comme vous voulez, si vous voulez, je peux démarrer. Mais voilà. Comme vous le souhaitez. Alors, bon, puisque vous me donnez la parole en premier, moi, ce que je comptais dire, alors monsieur le député a déjà dit beaucoup de choses que je comptais toucher du doigt, mais la première, c'est quand même qu'il s'agit d'un travail pionnier, totalement unique au monde, dont la France peut être fière. Un recensement a été fait à la fois dans l'enceinte OCDE et par la Commission européenne, et véritablement rien d'équivalent aujourd'hui n'existe. À notre connaissance, seule l'Italie recense les dépenses publiques qui ont un effet défavorable à l'environnement, mais sur un champ beaucoup plus réduit que celui que nous avons utilisé. Et un nombre un peu plus important de pays recense les impacts favorables, donc notamment l'Irlande, la Suède, la Norvège, le Mexique, la Nouvelle-Zélande également, mais là aussi sur un champ beaucoup plus réduit. Donc encore une fois, il s'agit d'un travail pionnier que d'ailleurs le Trésor, le CGDD, nous essayons de promouvoir et d'exporter à travers le monde dans différentes enceintes, à l'OCDE, à Bruxelles, ou dans le cadre de la coalition des ministres des Finances pour l'action climatique. La deuxième chose que je voudrais dire, sans entrer dans le détail de la méthodologie, puisqu'encore une fois, je pense que c'est M. Marcus qui présentera les principales options, là aussi, je rejoins ce qui a été dit par monsieur le député, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un grand pas en avant, d'un progrès en termes de transparence et de redevabilité, d'un outil de dialogue démocratique bienvenu, mais encore une fois, ce n'est pas l'alpha et l'oméga pour une première raison, qui est que on s'est attaché uniquement à l'objectif de dépenses totales de l'État. Donc c'est déjà énormément de choses. Ça inclut notamment les transferts à l'Union européenne et les transferts aux collectivités locales. Mais pour des raisons pratiques, dans cette première itération, ces dépenses ont été considérées neutres. Donc là encore une fois, comme le disait monsieur le député, la dépense locale, qui notamment en termes de gestion de l'eau, en termes de biodiversité, en termes d'adaptation, représente des montants importants d'investissement public, n'a pas fait l'objet de cette nomenclature. Donc ce sera un travail à poursuivre dans des étapes ultérieures. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, et là aussi c'est un sujet qui est un peu plus, qui nous tient à cœur ici au Trésor, c'est que les interventions de l'État ne se limitent pas également à son budget. Si on parle d'effet d'entraînement sur les investissements privés, sur les flux financiers privés, il y a un certain nombre d'acteurs importants qui sont toutes les institutions financières publiques. Je pense notamment à la Caisse des dépôts, à la BPI, ou même à l'AFD, qui est essentiellement une agence de financement international, mais qui intervient aussi à l'outre-mer. Donc toutes ces agences publiques, tous ces établissements publics sont des établissements dans lesquels l'État a une influence, a un poids en tant qu'actionnaire, mais dans lesquels d'ailleurs très souvent nous poussons dans le sens d'un verdissement des actions, mais dont le budget général ne rend pas compte. Voilà peut-être un tout dernier point de méthodologie, et ensuite je laisserai la parole aux autres intervenants. C'est s'agissant, on a beaucoup regardé les dépenses d'intervention de l'État, les dépenses d'investissement, les subventions, les dépenses fiscales. S'agissant des dépenses de fonctionnement de l'État lui-même, ça faisait partie du champ d'investigation, mais là aussi, pour cette première itération, les équipes ont rencontré un certain nombre de limites. Je pense par exemple aux dépenses immobilières ou aux dépenses en carburant.
qui ont été quasiment en presque totalité, enfin en tout cas en grande partie, considérés comme neutres pour l'environnement, alors que sans doute dans des exercices plus fins ultérieurs, on pourra sans doute affiner l'analyse. D'accord. Voilà ce que je peux dire en premier. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, je donne la parole immédiatement à Monsieur Vincent Marcus qui va rentrer déjà un peu plus dans ces détails méthodologiques. Vincent, s'il vous plaît. Oui, bah, écoutez, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux d'être là parmi vous. Donc, je prends effectivement la casquette du méthodologue. Alors, j'espère rester quand même intéressant et attractif. Je parle un peu, comme l'a dit Stéphane, je parle un peu au nom du groupe finalement interministériel, donc qui a regroupé le CGDD, la direction du budget, le Trésor et la direction de la législation fiscale, là, qui travaille depuis 1 an et qui a été chargé de mettre en œuvre finalement la méthodologie présentée par la mission l'an dernier en vue de produire donc l'annexe, pas accessoire, mais l'annexe qui va être présentée avec le PLF très bientôt. Donc, ta question, Gaël, c'était quels étaient les problèmes méthodologiques. Alors, cette question, c'est qu'avant d'avoir des problèmes méthodologiques, c'est déjà qu'on a une méthodologie, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, peut-être je peux la brosser en très, très grandes lignes. Donc, c'est effectivement l'essentiel, c'est celle qui a été présentée par la mission l'année dernière. Elle repose sur quoi? Elle repose sur deux, trois grands principes que je vais énoncer assez rapidement. Le premier, donc même si on est table ronde sur les 24 heures du climat, l'approche de la mission, c'était de regarder ensemble et de front différents axes ou différents domaines environnementaux. Donc, il y en a six grands qui sont assez classiques. Donc, le climat, bien sûr, l'adaptation, la gestion de la ressource en eau, les pollutions, tout ce qui est déchets, économie circulaire et tout ce qui est pollution et biodiversité, ou gestion des espaces naturels. Et donc, elle a choisi de regarder en face ces 6 axes-là et de ne pas, de les traiter de front et de ne pas les rendre commensurables. On regarde, l'idée c'est d'apprécier les impacts selon ces différentes dimensions. Et évidemment, parfois l'environnement c'est compliqué, des choses qui sont favorables sur un axe peuvent être défavorables sur un autre. Donc, ça c'était un des points très importants qu'elle a posé. Le deuxième était donc effectivement d'essayer de tenir ensemble, d'apprécier ensemble les dépenses qui sont neutres, les dépenses qui ont des impacts favorables et les dépenses qui ont des impacts défavorables. On dit comme ça a l'air de rien, mais en fait, dans l'existant, finalement, on avait toujours un bout seulement du problème. On avait soit des choses qui regardaient les impacts favorables ou défavorables, ou certains types de dépenses seulement, des investissements, pas des dépenses. Donc, il y a l'idée de prendre toutes les dépenses et tous les types d'impacts, finalement. Et puis, troisième chose, pour apprécier l'impact, on essaie de se comparer, enfin, en tout cas d'expliciter un contrefactuel, donc un mot un peu barbare, enfin, en tout cas une situation sans la dépense. Et donc, on essaye de juger de l'impact par rapport à quelque chose. C'est une notion importante aussi, c'est pas un jugement comme ça dans l'absolu, c'est toujours en référence à quelque chose ou par comparaison à une situation qui est en général une situation sans dépense ou disons en tout cas la situation moyenne existante selon les cas. Et puis dernière chose peut-être, que je voudrais insister, tout le travail qui a été fait, ça consiste à qualifier en réalité l'impact environnemental des dépenses, comme je l'ai dit. Donc ça reste une appréciation, ça reste un jugement qualitatif. Donc à ce stade, on qualifie l'impact, mais on le quantifie pas en tant que tel. Alors, autant que possible, on essaye de s'appuyer sur des travaux qui l'ont fait quand ils existent, mais c'est évidemment, à ce stade, en tout cas, ça reste un horizon. Voilà. Donc, voilà, on a un temps de qualification, d'expertise aussi, d'appréciation, étayé, argumenté, raisonné, scientifiquement fondé autant que possible, mais on n'est pas encore complètement dans la mesure quantitative de l'impact. Mais j'y reviendrai sans doute à la fin. Voilà un peu pour les grandes lignes de la méthode. Merci Vincent. Monsieur Perrier, votre institut a, en parallèle des travaux de l'Inspection générale des finances, été l'un des pionniers en matière d'élaboration de méthodes de Green Budget. Alors, la méthodologie que votre institut avait envisagée et retenue n'était pas tout à fait la même que celle qu'a retenue le gouvernement. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce sujet?
Si vous voulez bien remettre votre micro, Monsieur Perrier. Voilà. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors effectivement, avec mes collègues, nous avons travaillé en 2019 à élaborer la première méthodologie en parallèle de la mission IGF-CGEDD, une première méthodologie pour évaluer le budget de l'État à l'aune du climat. Alors, une petite différence, c'est que la méthodologie IGF-CGEDD a regardé 6 axes environnementaux, alors que nous n'étions que sur le climat. Donc, il y a vraiment une différence de périmètre. Déjà, pourquoi on s'est lancé là-dedans, hein, c'était vraiment, comme ça a été souligné, pour apporter une plus grande transparence au niveau du Parlement, au niveau du vote du budget. Parce que c'est vrai que pour l'instant, les débats étaient parfois déconnectés, alors que c'est vraiment au moment du vote du budget qu'on va décider combien on met sur la table pour la transition écologique, pour l'accompagnement, pour les aides, etc. Donc, on s'est dit que c'était un sujet important et on s'est lancé dans l'expérience. Et ce n'était pas gagné d'avance et plusieurs gens doutaient en fait, de l'exercice en disant « ce sera trop difficile, il y aura trop de lignes budgétaires que vous n'arriverez pas à classer parce qu'il y a des effets dans tous les sens. » Donc, c'était un peu le pari. Et finalement, je dois dire qu'on est content d'avoir défriché le terrain avec la mission IGF parce que le pari semble rempli, dans le sens où pour un grand nombre de lignes, et y compris pour les lignes avec les plus gros volumes financiers, on était d'accord sur la classification. Parfois après des débats, mais on arrivait à tomber d'accord. Et je crois que c'est un des enseignements, c'est important d'avoir eu ces 2 travaux en parallèle. Ça a été vraiment mené en silo. Hein. Et au final, on voit qu'on a des résultats extrêmement proches en termes de méthodologie. Donc ça, c'est vraiment rassurant, je trouve, sur l'exercice et sur les difficultés qu'on anticipait. Alors, on a bien sûr des différences avec l'IGF, la méthode IGF qui est aujourd'hui reprise par le ministère. Outre le fait qu'ils ont 6 axes et non un seul, il y a eu des différences de montant, mais qui sont surtout des différences de périmètre, dans le sens où on a parlé du budget de l'État. Donc, effectivement, il y a l'État, mais il y a aussi des opérateurs d'État, que ça peut être l'ADEME, ça peut être la FIDF, ce genre de choses, VNF. Et donc, dans le temps qu'on avait, on a pu inclure plus ou moins de ces opérateurs et les différences de montant s'expliquent surtout par ça. Si vous regardez vraiment les dépenses climat de l'IGF et que vous les comparez aux nôtres, c'est surtout des différences de périmètre. Et il y a quelques petits points de débat qu'on pourrait résoudre, mais qui sont vraiment mineurs. Donc, je trouve que c'est rassurant sur l'exercice. Après, la question, c'était aussi sur les difficultés. Donc, je vais l'aborder rapidement. On a vu qu'il y avait quelques difficultés à catégoriser, sans même quantifier certaines dépenses. Elles étaient mineures, mais on a eu des débats sur l'électricité, où parfois il y a des effets ambigus. Hein. On voit bien que dans une logique d'aller vers un monde zéro carbone, on veut décarboner, et souvent ça passe par de l'électrification, mais on veut aussi consommer moins d'énergie. Donc, comment on gère ces tensions, ce n'est pas évident. Il y a eu beaucoup de questions sur les biocarburants et ce genre de choses, qui représentaient des petits montants financiers, mais quand même importants. Donc, il y a encore quelques catégories où il faut progresser sur la compréhension des phénomènes, à la fois d'un point de vue scientifique et sur le terrain, ce qui se passe, pour réussir à les quantifier. Nous, on a créé une catégorie jaune qu'on appelait ambiguë pour ces dépenses. Voilà, on ne savait pas si elles étaient favorables ou défavorables. On voyait qu'elles n'étaient peut-être pas neutres, et donc on a créé une catégorie spéciale. L'IGF l'a aussi fait avec eux, ils l'appellent catégorie 1, mais voilà, elles n'ont pas tout à fait la même couleur. C'est vert clair chez eux, c'est jaune chez nous, mais je pense qu'elles ont à peu près la même signification. Et après, voilà, je pense que c'est un outil qui est vraiment utile aujourd'hui. Après, comment on peut continuer à l'améliorer? Couvrir plus d'opérateurs, ça a été dit. Couvrir les régions, ça a été dit aussi, mais effectivement, c'est un des gros chantiers à ouvrir, je pense. Et puis la prochaine étape, ce qui serait formidable, c'est effectivement d'arriver à quantifier l'efficacité des dépenses publiques. On est tout à fait d'accord que ce n'est pas seulement combien on met sur la table, mais avec quelle efficacité. Ça, c'est pour les dépenses favorables au climat. Et puis après, il va y avoir tout ce qui est suivre, tout ce qui est défavorable et vérifier que ça baisse bien. Donc, il y a la question du suivi dans le temps aussi qui pourra faire partie des améliorations. On reviendra sur ce sujet dans quelques secondes. Mais avant, je voudrais passer sur ces questions de méthodologie la parole à Madame Maïke Fink du réseau Action Climat, une ONG qui s'est également énormément penchée sur ces questions, puisque vous avez également fait des propositions méthodologiques en la matière. Que pensez-vous finalement du résultat obtenu, Madame Fink? Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. On ne connaît pas encore les résultats du jaune budgétaire de cette année, donc on est en attente et on a hâte de voir les résultats. Déjà, peut-être juste un premier point, parce que c'est un document qui est évidemment très important pour les parlementaires et les sénateurs, mais aussi pour les ONG environnementales, parce que ça permet effectivement d'avoir une vision transparente des dépenses
favorables, mais aussi défavorables au climat et d'autres critères environnementaux. Donc, c'est très important que ces documents existent et tant mieux que c'est la France qui est prioritaire, voilà, qui en avance là-dessus et qui peut faire aussi la promotion de ce travail à l'échelle internationale. Donc ça, c'est un premier point. Et pour nous, un point très, très important par rapport à tous ces débats, c'est en effet d'avoir cette information sur les parties brunes, donc notamment les dépenses fiscales et d'autres dépenses dans l'absolu néfastes pour le climat et pour d'autres aspects environnementaux. Et donc, je voulais intervenir sur 3 points, des difficultés méthodologiques ou plutôt aussi des problèmes finalement d'ordre politique, d'évaluation de certaines dépenses. Donc, le premier point sur lequel je voulais intervenir, c'est le choix des périmètres pour la prise en compte des dépenses fiscales, notamment néfastes pour le climat. On a fait une petite comparaison entre différents rapports et documents et on voit très bien les périmètres choisis sont pas les mêmes. Donc, j'avais envoyé un visuel ce matin. Je ne sais pas si c'est possible de le projeter. Sinon, je le dis à l'oral. On voit entre, par exemple, les rapports qui ont été cités, donc la publication d'I4C et le rapport de IGF-CGDD, il y a déjà une différence dans l'appréciation des dépenses fiscales TICPE de 14,2 milliards d'euros de I4C versus 12,2 milliards d'euros dans le rapport IGF-CGDD. Et quand on regarde dans le jaune budgétaire de l'année dernière, ce montant descend à 6,6 milliards d'euros. De notre côté, nous avons fait une évaluation et on arrive à 17,7 milliards d'euros. Donc, les différences, je ne vais pas ici rentrer dans le détail, mais c'est la prise en compte aussi des dépenses fiscales qui sont non répertoriées, comme par exemple la différence de taxation entre diesel et essence ou l'appréciation du montant de la dépense fiscale pour l'exonération de la taxation du kérosène. Donc, il y a des raisons là-dessus. Et par ailleurs, il y a aussi d'autres dépenses fiscales, d'autres dépenses néfastes pour le climat qu'on considère très importantes qui ne sont pas pris en compte aujourd'hui, comme les garanties à l'export pour les projets sur les énergies fossiles. Donc ça, c'est un premier point sur lequel on est très vigilant et qui est très important pour nous parce qu'au-delà du sujet de la transparence, il y a aussi ensuite le sujet de l'implication politique derrière, donc notamment de la baisse de ces dépenses néfastes et de la vitesse de la baisse et notamment aussi tout le débat autour des impacts sociaux à la fois sur les ménages et les entreprises qu'il faut avoir lieu pour que cette suppression soit socialement acceptable. Un deuxième point qui a été déjà évoqué aussi par Quentin, c'est il y a certaines technologies qui sont controversées, donc les biocarburants, aussi le nucléaire, etc. Et pour nous, il est très important d'avoir une attention particulière à ce sujet-là. On a vu également que les périmètres de prise en compte des montants qui sont associés à ces différentes typologies ne sont pas les mêmes dans les différents rapports. Et il faut que ce rapport rende visible que ce n'est pas des technologies qui sont unanimes par rapport à la utilité pour la transition écologique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va suivre de très près parce que pour nous, c'est un sujet clé en fait de la discussion sur qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui est jaune ou une autre catégorie, donc entre les deux, et qu'est-ce qui est marron. Le troisième point, c'est un des objectifs aussi de ce jaune budgétaire, c'était l'évaluation des impacts sur les ménages. Donc là, un de nos souhaits, c'était de donner une place plus centrale à cet objectif-là. Parce que dans les dernières zones budgétaires, l'évaluation s'était limitée aux impacts des taxes sur l'énergie dans le TICPE sur les ménages selon les déciles. Et par exemple, un sujet qu'on considère très important, c'est l'utilisation des sommes accordées à des dispositifs d'accompagnement de la transition, donc par exemple les aides à la rénovation ou les aides à l'achat des véhicules en fonction des déciles des revenus, pour savoir à qui bénéficient en fait ces aides qui sont mises sur la table sur la transition écologique. Donc très rapidement, 3 points qui nous paraissent importants par rapport à des questions méthodologiques aussi. Merci Maïke. Oui, on comprend bien que c'est la raison pour laquelle on revient sur ces
le choix de la méthode. La méthode a un impact sur les résultats et ça ne sera pas sans incidence sur l'appréciation des parlementaires, des politiques publiques mises en œuvre. Alors, vous nous parlez des difficultés de discriminer entre les dépenses vertes, grises et brunes. Pouvez-vous nous dire quand même, monsieur le député, quelle est la balance entre les dépenses vertes et les dépenses dites défavorables au climat? Pensez-vous que la mise en œuvre les récentes annonces du plan de relance vont changer la donne? Alors la réponse est oui, mais c'est un oui qui doit tout de suite se garder de triomphalisme, et c'est un oui qui doit, à mon avis, avoir l'intelligence et l'honnêteté de séparer deux choses. Il se trouve que ce premier budget vert va aussi arriver par voie de circonstance avec ce plan de relance qui est une dépense exceptionnelle, qui est un investissement exceptionnel en réponse à la crise. Et il est vrai, ça n'a échappé à personne dans cette table ronde ni à ceux qui nous regardent, que cette relance, ce plan de relance, ces 100 milliards d'euros, ont une priorité qui est totalement assumée et très volontariste, qui est celle de la transition écologique. Il faudra, je pense, dans l'exercice de méthodologie, évidemment, prendre en compte les dépenses de l'investissement du plan de relance, parce que c'est de l'argent frais qui est investi à des fins de transition écologique importantes. Mais il faudra aussi faire l'exercice dans l'annexe de regarder ce qui s'appelle le solde structurel comporte de vert ou de brun. Et ça sera finalement un exercice un petit peu en deux temps qu'il faudra probablement faire, c'est-à-dire une vision globale du projet de loi de finances, évidemment, peut-être nuancée par ce qui peut distinguer la relance conjoncturelle du budget structurel, c'est-à-dire ce qui finance les politiques publiques de façon un peu plus classique en parallèle de la réponse à la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons. Ceci dit, ce qui sera intéressant, et c'est ce qu'on s'était dit au moment de la construction du budget vert, c'était bien avant la crise du Covid, bien entendu, c'est que justement, nous pensons que des progrès sont faits, sont effectués dans le budget classique maintenant, si j'ose dire, ou en tout cas le budget structurel, mais qu'il y a encore du chemin à parcourir. Et donc, je reviens à ce qu'on s'était dit tout à l'heure, le souci de lisibilité, le souci de transparence, le souci de consentement finalement citoyen au budget de la nation pour une meilleure transition écologique. Je me permets juste de revenir sur un petit point par rapport à la méthodologie qui a été évoquée avec précision par tous les intervenants. Si on veut le faire aussi, ce budget vert, c'est parce que nous avons été vaccinés, enfin moi en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, par un épisode qui a été très particulier, qui est celui de la taxe carbone et de la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes est partie d'une contestation fiscale, jusque-là finalement assez classique dans l'histoire des révoltes que de contester une augmentation d'impôts. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'assez rapidement, dans le dialogue qui s'est noué avec certains représentants des Gilets jaunes, que j'ai reçus, que le ministère avait reçu à l'époque, c'était on n'est pas contre une hausse de la fiscalité carbone et environnementale, beaucoup nous disaient ça, mais on veut savoir où ça va. Et ce fléchage, cette affectation de la fiscalité était finalement au cœur et rapidement devenu au cœur des préoccupations. Alors, je me permets de dire des Gilets jaunes, ça ne veut pas dire grand-chose puisqu'il y a beaucoup d'opinions différentes dans ce mouvement social. Mais enfin, beaucoup nous ont fait remonter ça. On n'est pas contre payer une fiscalité pour la transition écologique, mais on veut que tout le monde la paye, que ce ne soit pas toujours les mêmes, et on veut que les gros pollueurs aussi participent. Et deux, surtout, on veut voir le résultat. Et c'est là où l'impact du budget vert prend à mon avis tout son sens, parce que moi en tant que rapporteur du budget je suis assez allergique à la fiscalité affectée parce que je pense que c'est du mauvais pilotage. En revanche, qu'il y ait une bonne lisibilité sur l'affectation, c'est pas une affectation de fait, c'est-à-dire à l'utilisation du budget général de l'État, ça oui, triple oui, et c'est là où le budget vert peut venir justement contrer un peu le réflexe un peu facile qu'on peut avoir collectivement à se dire il suffit d'affecter la fiscalité qui à mon avis pose plus de problèmes que n'en résout. Alors, pour répondre à votre question directement, oui, le plan de relance, évidemment, par rapport aux 30 milliards qui sont directement
investit sur la transition écologique, ça doit permettre d'être un accélérateur de ces investissements. Chacun ici étant un expert, les chiffres sont connus. Rénovation énergétique des bâtiments pour près de 6,7 milliards d'euros, la réduction des émissions de transport pour pratiquement 8 milliards d'euros, la production d'une alimentation plus locale et durable pour 1,2 milliard d'euros, le soutien aux technologies vertes de demain, on prend souvent le plan batterie en exemple, pour 8,2 milliards d'euros, l'investissement pour un meilleur recyclage et un moindre gaspillage pour 500 millions d'euros. Ces chiffres-là, ils ont été annoncés, ils ont été connus. Mais qu'est-ce qui est intéressant derrière? C'est que ce ne soit pas que de la dépense complémentaire par rapport à des projets qui étaient déjà attendus, c'est que ça doit changer un petit peu de paradigme et que ça doit donc vraiment accélérer une transition qui est souhaitée, qui est nécessaire, c'est-à-dire changer le comportement des entreprises. Là, je pense par exemple aux investissements qui sont mis dans les process d'entreprise pour qu'ils soient plus respectueux de l'environnement. Et surtout, et c'est là à mon avis le grand pari de ce plan de relance et qui est peut-être le plus risqué et le plus difficile, c'est que ça doit créer les emplois de demain. Et donc moi, je fais partie de ceux qui pensent que ce plan de relance est d'abord un vecteur de création d'emplois d'avenir qui sont en lien avec les emplois de la transition écologique. Et donc, c'est des nouveaux vecteurs de marché, donc ce sont des nouveaux investissements pour les entreprises qui doivent être beaucoup plus respectueux de l'environnement. Ça, par contre, c'est un vrai pari parce qu'on ne se contente pas de financer la suite de ce qui était déjà lancé et de rajouter des milliards d'euros sur l'existant. Il y a une partie qui est évidemment liée à cela. Je prends la rénovation thermique des bâtiments publics. On accélère et on poursuit un processus qui était en fait déjà commencé, par exemple, avec les cités administratives, etc. Donc là, on le multiplie par 4, on va beaucoup plus fort. Mais ce plan de relance, il comporte des vrais investissements dans des filières, plan hydrogène, 2 milliards d'euros par exemple, sur lesquels des acteurs privés vont devoir s'engouffrer, vont devoir embaucher, vont devoir investir. Et c'est ça l'économie de demain. Donc ce n'est pas un plan de relance qui fait de la dépense verte, c'est un plan de relance qui investit dans le monde de demain, qui lui-même doit créer des emplois nouveaux. Et si je dis ça, et sans aucune provocation, mais je me demande si collectivement, par rapport au scandale social de l'entreprise Bridgestone, par exemple, on n'aurait pas mieux à faire de se concentrer sur la création de richesses et d'emplois écologiques de demain et de former les personnes qui pourraient être victimes de ces plans sociaux et de concentrer notre énergie collective là-dessus, plutôt que d'avoir une indignation qui est toujours légitime, et j'en fais partie, pour le maintien parfois d'emplois qui de toute façon ne sont pas des emplois d'avenir. Il faut pas voir ça comme une provocation vis-à-vis des personnes qui sont touchées, et je suis tout à fait solidaire de leur quotidien. Et j'ai bien conscience que le confort de l'Assemblée nationale dans les débats à dire qu'il n'y a qu'à se former pour faire des emplois de demain est beaucoup plus facile que la réalité sociale de ces personnes. En revanche, je pense que le courage politique, c'est aussi de dire que investir, c'est préparer l'avenir, et que l'avenir doit se passer sur des emplois beaucoup plus concentrés sur des industries vertes, et que l'emploi de demain n'est pas justement la priorité de ces industries dites brunes. Et ça, c'est difficile politiquement à porter, parce qu'il y a une réalité sociale qui est une transition sociale qui est difficile à porter, puisque nous devons aider les personnes, nous devons les former, et après, quand on est dans le quotidien de l'action, c'est toujours beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je termine juste en disant que le plan de relance, donc oui, évidemment, il va mettre une connotation verte à l'ensemble du projet de loi de finances, mais il ne faut pas se concentrer uniquement sur ces 30 milliards d'euros, même si c'est colossal. Ne pas oublier ce qui avait déjà été fait dans les budgets précédents qui vont être poursuivis, la refonte des dispositifs sur l'accompagnement de la transition énergétique, la poursuite de la transformation du crédit d'impôt transition énergétique en MaPrimeRénov', qui doit aussi avoir un impact fort sur la rénovation thermique des logements individuels, le renforcement des dispositifs d'aide à l'acquisition de véhicules plus propres, le soutien à la cogénération, etc., etc. Le ferroviaire, on continue évidemment dans le plan de relance. Donc oui, ça va mettre un accent vert plus fort sur ce PLF. Attention, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga, et ça ne doit pas être surtout ce qui cache ce qui est fait de façon structurelle par ce gouvernement et cette majorité en faveur de la transition écologique. Dit autrement, s'il n'y avait pas eu le plan de relance, il aurait fallu de toute façon que ce PLF 2021 soit à solde positif vert, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire qu'il y ait plus de mesures vertes que brunes dans un souci de transition et de préparation de notre économie plus décarbonée. Eh bien, nous allons tout de suite demander à M. Signeski du Trésor de réagir.
L'ADEME elle-même a fait une petite estimation macroéconomique de la mise en œuvre de ce plan de relance et des atteintes des objectifs de la SNBC. On prévoit à court terme près de 2 points de croissance supplémentaire et une création de 300 000 emplois. Alors, quand on parle de création de 300 000 emplois, c'est du net, hein, c'est les emplois en plus de ceux qui ont été détruits par ailleurs, puisque, comme vous l'avez rappelé, monsieur le député, lors d'une transition, il y a des secteurs qui perdent, il y a des secteurs qui gagnent, mais le nombre de gagnants en la matière serait beaucoup plus important que le nombre de perdants. Monsieur Siniewski, si vous voulez bien remettre votre micro et nous dire quelle est un peu l'appréciation de Bercy sur l'efficacité de ce plan de relance et ses implications à la fois conjoncturelles et structurelles. Oui, merci. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Alors, évidemment, je ne peux pas vous donner de chiffres précis puisque, pour la bonne raison que je n'en dispose pas, mais je peux vous dire avec certitude au moins 2 choses. La première, c'est que le montant de dépenses publiques qui sera labellisé avec un impact favorable pour l'environnement dans le cadre de ce PLF sera supérieur à celui qui avait été mis en avant par la mission IGF-CGEDD. Et pour mémoire, ces montants étaient de 35 milliards d'euros de dépenses au moins favorables une fois sur l'un des 6 axes qui nous ont été présentés. Et parmi ces 35 milliards, 30 milliards étaient favorables sans être défavorables nulle part ailleurs. Donc ce chiffre sera substantiellement dépassé. Et la deuxième chose que je peux vous dire, c'est que si on fait le bilan net, entre guillemets, puisque normalement les cotations ne sont pas sommables, des dépenses à effet positif et des dépenses à effet négatif, le bilan net, là, sera lui également positif. En termes de méthode, un deuxième point aussi qui me semble important de souligner, c'est que le plan de relance, dans sa totalité, dans la totalité de ces 100 milliards, fera l'objet d'une évaluation selon cette nomenclature de green budgeting. Et cela, pas simplement parce qu'en grande partie, il sera intégré dans le PLF. Alors oui, c'est vrai, ce PLF inclut la mission plan d'urgence face à la crise sanitaire, hein, programme 356-357, c'est-à-dire qu'il intégrera une grande partie du plan de relance sera directement partie prenante au PLF, mais d'autres mesures n'en feront pas partie. Celles-ci feront malgré tout l'objet d'une évaluation suivant les modalités du green budgeting, et l'ensemble de cette évaluation sera bien annexé au PLF. Maintenant, sur le fond, alors là encore une fois, je ne dispose pas des montants, mais sur les principaux postes de dépenses favorables, monsieur le député a quasiment tout dit. Donc effectivement, sur la rénovation énergétique, sur la mobilité durable, sur les infrastructures ferroviaires, sur la décarbonation de l'industrie, sont les principaux postes parmi les 30 milliards, effectivement, qui contribueront au verdissement de l'action de l'État. Là encore, si je prends un peu de recul et que je donne quelques éléments de perspective internationaux, il est quand même important de souligner que selon l'OCDE, qui vient de publier un rapport cette semaine sur ce sujet, qui a tenu une ministérielle lundi sur le plan de relance post-Covid, d'après donc un recensement effectué par l'OCDE, beaucoup de pays, une trentaine de pays selon l'OCDE, ont inclus dans leur plan de relance une dimension environnementale, mais beaucoup de pays également ont inclus des mesures de soutien à des activités nocives à l'environnement, voire dans certains cas ont relâché, ont détricoté certaines réglementations environnementales. Et là encore, d'après l'OCDE, le bilan net est plutôt défavorable au niveau mondial, avec une exception néanmoins qui est la plupart des pays européens. Et là aussi, je renvoie notamment au discours de Mme von der Leyen il y a 2 jours, qui fixe un cap extrêmement ambitieux pour l'Europe et pour chacun de ses États membres. Je m'en tiens là, et puis on verra pour laisser du temps aux autres. Oui, alors il nous reste maintenant moins de 10 minutes de débat. Puisqu'on parlait plan de relance, j'ai envie de poser la question à Monsieur Perrier. Votre institut I4C a conçu un plan de relance
dans l'économie verte. Vous avez estimé les dépenses budgétaires nécessaires à l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale bas carbone par rapport à l'existant. Est-ce que vous pensez que l'enveloppe dont on parle aujourd'hui est susceptible de permettre à la France de combler son gap, son retard en la matière? Alors, en effet, à l'Institut de l'économie pour le climat, ça fait près de 5 ans qu'on travaille et c'est de chiffrer les financements publics et privés qu'il faudrait pour que la France s'aligne avec ses objectifs. Parce qu'on sait qu'il y a des objectifs très ambitieux de neutralité carbone, il y a une stratégie nationale bas carbone, et on essaie de comparer ça avec les investissements qui sont aujourd'hui mobilisés. Et quelques mois avant l'annonce du plan de relance, comme on avait compris qu'il y aurait un plan de relance, on a publié ces chiffres secteur par secteur. Et si on les compare avec le plan de relance du gouvernement tel qu'il a été publié aujourd'hui, notre réaction principale, c'était de dire « jusqu'ici, tout va bien », référence au film de Mathieu Kassovitz, La haine, avec l'idée que, grosso modo, on trouve les bons montants aux bons endroits. On voit qu'il y a des efforts très importants qui ont été faits, ça a été dit, dans la mobilité, dans la rénovation, vraiment des choses très intéressantes et plutôt en ligne avec les montants qu'on affichait. Alors, je vais rajouter 2-3 caveats sur ce bilan pour l'instant très positif. C'est que, d'une part, il faut veiller à ce qu'au-delà des montants, ça serve vraiment à structurer les filières. Donc, comment l'argent va être utilisé, on a compris que c'était a priori de l'argent additionnel. Après, il faut voir, je prends l'exemple du bâtiment où on s'oriente de plus en plus vers des rénovations globales et c'est vraiment un marché qu'il faut structurer, qu'il faut développer. Donc, il va falloir voir les conditions associées à cet argent. Le second caveat, c'est on voit que c'est très positif, mais pour l'instant, c'est plutôt une parenthèse budgétaire. C'est quelque chose sur 2 ans, alors que l'idée, c'est que ces montants devraient être pérennisés, si possible. Et enfin, on a une question encore dans le domaine de la mobilité pour les aides aux véhicules. On voit qu'il y a eu beaucoup d'aides aux véhicules, mais qui parfois permettaient de financer des véhicules relativement carbonés. Je pense notamment à la prime à la conversion qui était ouverte à des véhicules thermiques relativement polluants, là où d'autres pays comme l'Allemagne ont fait le choix de soutenir uniquement les véhicules électriques, donc moins carbonés a priori. Donc, modulo ces caveats, l'idée c'est quand même qu'il y a des montants financiers qui permettent a priori de changer les choses. D'ailleurs, si je compare avec notre évaluation qu'on avait fait du budget 2020, on avait chiffré 20 milliards de favorables au climat et 17 milliards de défavorables. Donc, on voit que là, juste sur le climat, dans le plan de relance, on a à peu près 20 milliards de plus. Donc, pour l'État, c'est doubler son effort, c'est quelque chose de significatif. Ça ne veut pas dire qu'on double au niveau national, parce qu'il y a aussi les régions et ce genre de choses, mais pour l'État, c'est quand même un effort significatif. Et après, juste un dernier mot, et je m'arrête, sur le fait d'avoir une balance entre favorable et défavorable. Je pense qu'il faut faire attention parce que l'idée, ce n'est pas que ça s'équilibre. L'idée, c'est bien d'augmenter le favorable, ou en tout cas de le rendre plus efficace, et de diminuer le défavorable. Donc la question, ce n'est pas est-ce qu'on est à peu près à l'équilibre, c'est comment justement on déséquilibre de plus en plus la balance. Merci. Madame Fink, sur ce sujet, quel est le point de vue de votre ONG, le réseau Action Climat? Peut-être pour réagir directement, donc on est bien d'accord avec la dernière partie de l'intervention de Quentin Perrier, donc il faut diminuer la partie brune. Quelques mots par rapport au plan de relance. En effet, 30 milliards d'euros, ce n'est pas anodin et ça peut véritablement accélérer la transition écologique. Après, nous avons une lecture un peu plus critique sur plusieurs points. Donc, nous, on a fait une évaluation de notre côté réseau Action Climat, plutôt bottom-up. Donc, on a des évaluations sectorielles par rapport aux mesures phares qu'on porte. Et déjà, en fait, en additionnant les mesures supplémentaires publiques, on arrive à 43 milliards d'euros. Et ça ne couvre même pas la totalité du plan de relance. Donc, on ne paie pas de l'hydrogène, etc. Donc, voilà, donc, pour nous, il y a quand même encore un manque d'investissement public sur la transition écologique. Et un deuxième point qui nous paraît très important, c'est sur certains dispositifs de la transition écologique, notamment en termes d'accompagnement, il y a besoin d'un engagement dans le temps. Donc aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après les 2 ans, surtout en fait le problème du budget ne sera pas complètement réglé à notre avis. Et en plus, il ne faut pas uniquement regarder les 30 milliards pour la transition, mais aussi la totalité des 100 milliards. Donc, il y a déjà pour nous le principe que nous, on aurait bien aimé
vu appliqué pour le plan de relance de do no harm, ça veut dire vraiment de ne pas dépasser certaines lignes rouges, qui n'a pas été pris en compte dans le sens qu'il y a des technologies qui pour nous ne sont pas compatibles avec la transition écologique. Donc il y a le nucléaire qui est présent, l'hydrogène non carboné, donc pas renouvelable, ce qui ouvre la porte au nucléaire via ce biais-là. Et il y a le sujet du 5G, il y a 250 millions d'euros pour la construction de nouvelles infrastructures routières. Donc voilà, il y a certains sujets comme ça qui posent véritablement des problèmes pour nous. Et voilà, et le dernier point important, c'est voilà, tout ce qui concerne les aides aux entreprises, notamment le 20 milliards d'euros de baisse d'impôts de production pour les entreprises. Il n'y a aucune condition ni écologique ni sociale. Et là, je rejoins complètement l'intervention de M. Saint-Martin sur les emplois et voilà, la nécessité d'orienter aussi les aides via les métiers du futur et pas dans le maintien d'une industrie qui est polluante. Et on sait qu'il faut qu'elle se transforme et qu'elle limite son activité. Voilà. Et pour un dernier mot pour le débat PLF cette année, il y avait un engagement de M. Bruno Le Maire l'année dernière d'avancer sur le débat sur la suppression des progressifs des dépenses fiscales TCPE néfastes. Donc, on est en attente sur ce sujet cette année et on ne pense pas, parce qu'il y a un problème budgétaire global de l'économie globale, voilà, qu'il faut écarter complètement ce sujet-là. Il faut commencer ce débat cette année. Merci Maïke. Avant de clôturer, puisque vous soulignez l'importance de poursuivre l'effort au-delà des 2 années prévues par le plan de relance, on va poser la question au ministère de la Transition écologique. Est-ce que la recrudescence d'investissements verts devrait être pérennisée? Monsieur Marcus, votre point de vue sur le sujet? Très rapidement, puisqu'on doit rendre l'antenne dans 1 minute. Je vais être très court, alors je sais pas si c'est forcément à moi de dire ça. Je pense que les besoins d'investissement, ils sont réels, ils sont parfois documentés. Les travaux d'effort en attestent, et donc ce besoin, il est réel. Donc, et pour que la transition, elle s'engage et que la trajectoire s'infléchisse, effectivement, il y a des besoins de constance et de répétition. Je peux dire autre chose sur un autre sujet où j'ai vraiment pas le temps, peut-être? Vous avez encore quelques secondes, oui. Allez, quelques secondes. Juste, donc, il y a ce qu'on doit continuer à faire en termes d'investissement, il y a ce qu'on doit continuer à faire aussi en termes de méthodologie pour le budget vert lui-même. J'ai un peu dit, mais je le redis, je pense que l'enjeu, c'est quand même de progresser dans l'évaluation quantitative des impacts. C'est ça, à la fin, qui quand même nous donne la bonne métrique. Quentin disait, bon, je compare les euros, mais à la fin, la bonne métrique, c'est pas les euros d'argent public. À la fin, c'est quand même la métrique des impacts qui doit le guider à la fin, quand même. Et voilà. Et dernière chose, je pense qu'il y a aussi des cadres, indépendamment de la mesure des impacts, il y a des cadres aussi conceptuels auxquels on peut se référer. Monsieur le député disait, le budget n'est pas tout. Moi, je le comprends comme la position budgétaire ou fiscale n'est pas tout. Et je pense qu'il y a intérêt aussi à faire entrer finalement un peu des concepts et des raisonnements économiques dans la manière dont on appréhende les choses, qui peuvent nous aider aussi de sortir de débats. Je réponds comme ça à Mike Fink sur la question du périmètre et des dépenses fiscales, et qu'est-ce qu'est une dépense fiscale, quelle est la norme auquel on va, qui sont un peu des débats dans lesquels on est enferré, qui sont des mauvais débats, et que l'économie peut-être nous aider à éclairer mieux. Bien. L'ADEME a estimé que la plupart de ces investissements généraient beaucoup de richesses, une augmentation de la croissance et donc une augmentation des recettes fiscales pour l'État qui lui permettrait de compenser d'une main ce qu'il a mis sur la table de l'autre. Espérons que ce message soit compris et que du coup le Parlement, le gouvernement décide de pérenniser cet effort, puisque l'on sait d'après l'Institut I4C, il faudrait rajouter pratiquement chaque année, jusqu'en 2030, près de 2 points de PIB de dépenses supplémentaires pour atteindre nos objectifs, c'est-à-dire entre 30 et 40 milliards d'euros constants chaque année. Donc ce plan de relance, de notre point de vue, devrait être une première étape dans la lutte contre le réchauffement climatique. Monsieur le député, voudriez-vous nous dire un mot pour clôturer ces débats? Je vous cède la parole, puisque cette table ronde a été prise à l'initiative de l'Assemblée. À vous l'honneur.
Il faut rendre l'antenne, juste te dire que c'est une très belle étape, mais ce n'est qu'une étape, comme je l'ai dit en introduction, et ne pas oublier aussi que cela doit s'intégrer dans une stratégie européenne de budget vert également, et que nous devons aussi convaincre nos partenaires d'aller dans le même sens, et qu'une Europe plus forte sera aussi une Europe avec un budget pluriannuel qui soit aussi en lien avec nos enjeux environnementaux. Merci beaucoup, merci à tous. Nous devons rendre l'antenne. Eh bien, espérons que tout cela débouche sur une diminution très sensible de nos émissions de gaz à effet de serre à court terme. À bientôt et merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis désolée de vous avoir pressé à la fin. Il y avait une deuxième table ronde ensuite. Et merci beaucoup pour vos On interventions. comprend bien. Merci, bonne journée à tous. Et Bravo Gaël.